Je m'appelle Madeleine Fournier. À 68 ans, j'ai dû réapprendre à vivre. Je ne pensais pas devoir le faire à mon âge, après une vie que je croyais avoir construite sur des fondations solides. Le destin en a décidé autrement. Ce jour-là, le ciel lyonnais était d'un gris presque métallique. Les nuages s'amoncelaient au-dessus de la manoire des Roses, cette demeure familiale où j'avais vécu pendant 43 ans. Je revenais d'un court séjour chez ma sœur à Annecy. 3 jours. Seulement 3 jours d'absence. La voiture du taxi s'est arrêtée devant le portail en fer forgé. J'ai payé le chauffeur, récupéré ma petite valise, et j'ai senti immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le jardin, habituellement si soigné par Marcel, semblait étrangement désordonné. En m'approchant, mon cœur s'est arrêté net. Mes livres, mes vêtements, mes albums photos, mes souvenirs, tout était là, éparpillé sur la pelouse comme des déchets dont on se débarrasse. Une pluie fine avait commencé à tomber, transformant lentement en boue les pages de mes livres préférés, ceux que mon défunt mari, Bernard, m'avait offerts au fil des années. J'ai ramassé un cadre photo dont le verre était brisé. Notre mariage, 1980. Bernard si élégant dans son costume sombre, et moi dans ma robe de dentelle. La porte d'entrée s'est ouverte violemment. Philippe, mon fils unique, se tenait là. Cet homme de 42 ans, que j'avais porté, nourri, éduqué, se dressait maintenant devant moi comme un étranger hostile. Derrière lui, 2 silhouettes féminines observèrent la scène. Camille, sa femme, et Solange, sa belle-mère. « Qu'est-ce que cela signifie ?» ai-je demandé, la voix tremblante malgré tous mes efforts pour paraître digne. « Ça signifie exactement ce que tu vois », a répondu Philippe d'une voix que je ne reconnaissais pas. Froide, calculatrice. « Tu ne vis plus ici. Ma femme et ma belle-mère vont vivre ici. » J'ai cru à une plaisanterie cruelle, une mauvaise blague. Mais son regard ne laissait aucune place au doute. Dans ses yeux, je ne voyais plus mon enfant, mais un homme consumé par l'avidité. « Philippe, cette maison, c'est chez moi. Ton père et moi l'avons achetée bien avant ta naissance. Nous, ton précieux Bernard est mort depuis 5 ans, m'a-t-il coupé. Les choses changent. J'ai besoin de cette maison pour ma famille. Ma vraie famille. » Ces mots ont transpercé mon cœur comme des lames de glace. Ma vraie famille. Comme si je n'en faisais plus partie. Comme si 42 années de maternité s'effaçaient d'un coup. Camille s'est avancée. Un sourire artificiel plaqué sur son visage parfaitement maquillé. « Nous avons préparé quelques cartons avec l'essentiel, Madeleine. Le reste, eh bien, nous pensions que vous voudriez faire le tri vous-même. Faire le tri. Dans ma vie jetée sur la pelouse. Mes souvenirs détrempés par la pluie. L'album de naissance de Philippe lui-même gisait dans une flaque, les photos de son premier sourire se dissolvant lentement dans l'eau boueuse. Solange, elle, ne cachait même pas sa satisfaction. À 65 ans, cette femme au regard calculateur avait toujours convoité notre demeure. Vous comprenez, n'est-ce pas? Une si grande maison pour une femme seule, c'est du gaspillage. J'ai regardé autour de moi, cherchant une explication logique à ce cauchemar. La veille encore, tout était normal. Philippe m'avait même appelé pour me demander quand je rentrais. Pour préparer mon expulsion, apparemment. Où suis-je censée aller? Ai-je demandé, la réalité de la situation commençant à s'imposer à moi. Philippe a haussé les épaules avec une indifférence qui m'a glacé le sang. Tu as ta pension. Tu trouveras bien un petit appartement. Un petit appartement. Après une vie passée dans cette maison où chaque recoin contenait un souvenir, où le fantôme de Bernard semblait encore habiter, où j'avais imaginé finir mes jours entourée de petits-enfants, j'ai pris une grande inspiration. Une seule, profonde. Dans cet instant suspendu entre l'incrédulité et la douleur, quelque chose s'est transformé en moi. La femme douce et accommodante que j'avais toujours été a commencé à s'effacer, laissant place à une autre Madeleine. Une femme que je ne connaissais pas encore, mais dont je sentais la force monter en moi comme une vague. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement dit « Tu ne sais pas ce que tu viens de faire ». Il a ri. Un rire méprisant qui résonne encore dans mes cauchemars. Et qu'est-ce qu'une vieille femme comme toi pourrait bien faire? J'ai ramassé quelques photos, mon carnet d'adresses et les bijoux que ma mère m'avait légués. J'ai tourné les talons et je suis partie sous la pluie, sans me retourner, entendant derrière moi les rires de Camille et Solange et le silence de mon fils. Ce jour-là, j'ai marché longtemps dans les rues de Lyon. Ma petite valise à la main, quelques souvenirs sauvés du désastre dans un sac en plastique. J'ai fini par appeler Mathilde, ma plus vieille amie. Ancienne avocate à la retraite,
Elle m'a immédiatement offert sa chambre d'amis dans son appartement de la Croix-Rousse. Cette nuit-là, allongée dans un lit qui n'était pas le mien, j'ai fait un serment. Non pas un serment de haine ou de vengeance aveugle, mais une promesse solennelle. Je ne disparaîtrai pas comme il l'espérait. Je ne serai pas cette vieille femme pathétique qu'on range dans un placard quand elle devient encombrante. Les jours qui ont suivi ont été les plus sombres de mon existence. Je me réveillais en croyant être dans ma chambre à la Manoir des Roses, pour réaliser ensuite que tout m'avait été arraché. Je pleurais silencieusement pour ne pas déranger Mathilde. Je pensais aux objets irremplaçables perdus, les lettres de Bernard, les dessins d'enfants de Philippe, les photos de mes parents disparus. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, une clarté nouvelle s'installait en moi, une détermination froide et précise. Philippe, Camille et Solange croyaient avoir gagné. Ils pensaient qu'à mon âge, je me contenterais de disparaître en silence, de m'effacer pour leur confort. Ils ne me connaissaient pas, ou plutôt, ils ne connaissaient que la Madeleine d'avant, celle qui faisait toujours passer les besoins des autres avant les siens, celle qui pardonnait tout, qui comprenait tout, qui acceptait tout. Cette Madeleine était morte sur la pelouse de la Manoir des Roses, avec ses souvenirs détrempés par la pluie. Une semaine après mon expulsion, j'ai commencé à agir. D'abord, j'ai contacté Lucien Moreau, le notaire qui avait géré la succession de Bernard. J'avais besoin de comprendre exactement où j'en étais légalement. Puis, j'ai retrouvé Antoine Lambert, un amour de jeunesse que la vie avait remis sur ma route quelques mois plus tôt. Propriétaire d'un domaine viticole prospère, il disposait de ressources et de contacts que je n'avais pas. Ma petite fille Juliette, 16 ans à peine, m'a contactée en secret. Horrifiée par le comportement de ses parents, elle est devenue mes yeux et mes oreilles dans la maison qui fut la mienne. Marcel, notre jardinier depuis plus de 30 ans, est resté loyal à sa façon silencieuse. Chaque information était précieuse, chaque allié indispensable. Je ne cherchais pas seulement à récupérer un toit, je voulais reprendre le contrôle de ma vie. Et peut-être, au passage, donner à mon fils et à sa nouvelle famille une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. D'où venez-vous, vous qui m'écoutez maintenant? Avez-vous déjà ressenti cette transformation intérieure, ce moment où la douleur se cristallise en détermination? Connaissez-vous Lyon, ces ruelles pentues de la Croix-Rousse où j'ai trouvé refuge, ces brumes matinales sur la Saône qui ont été témoins de mes larmes? Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Souvenirs de grand-mère, je vous invite à le faire maintenant. Car ce que j'ai fait ensuite, la façon dont j'ai méthodiquement préparé ma revanche, mérite d'être entendu jusqu'au bout. Cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est celle de toutes les personnes qu'on a cru pouvoir effacer, à qui on a pensé pouvoir tout prendre sans conséquence. La suite de mon récit va vous montrer comment, à 68 ans, j'ai découvert une force en moi que je ne soupçonnais pas. Comment j'ai transformé ma douleur en action. Comment j'ai pris cette grande inspiration. Et comment j'ai fait ça. Les premiers jours chez Mathilde furent un brouillard de chagrin et d'incrédulité. Son appartement, niché au sommet de la Croix-Rousse, offrait une vue splendide sur Lyon que je ne parvenais pas à apprécier. Mon monde s'était rétréci à la taille d'une chambre d'amis aux murs bleu pâle, où je passais des heures assise près de la fenêtre, à regarder sans voir. Mathilde, avec sa discrétion d'ancienne avocate, respectait mon silence tout en veillant sur moi. Elle me préparait des tisanes que j'oubliais de boire, disposait des livres sur ma table de chevet que je n'ouvrais pas. La gentillesse même de mon amie me rappelait tout ce que j'avais perdu. Pas seulement une maison, mais un monde entier de petites habitudes, de repères quotidiens, d'objets familiers qui racontaient l'histoire de ma vie. Un matin, environ 10 jours après mon expulsion, Mathilde est entrée dans ma chambre avec un café et une détermination nouvelle dans le regard. « Assez, Madeleine », a-t-elle déclaré en ouvrant les rideaux d'un geste vif. « Tu as le droit d'être brisée, mais pas de rester brisée. » Elle a posé devant moi un petit carnet rouge et un stylo. « Note tout ce qu'ils t'ont pris. Tout, jusqu'au moindre bibelot. Nous en aurons besoin. » « Besoin? Pourquoi faire ?» ai-je demandé, ma voix rauque d'avoir trop peu parlé. « Pour contre-attaquer, bien sûr. » Cette simple phrase a provoqué en moi un frémissement que je ne m'attendais pas à ressentir. Une minuscule étincelle d'espoir, ou peut-être de colère. À ce stade, les deux émotions se ressemblaient étrangement. Ce jour-là, j'ai commencé à noter dans le carnet rouge. D'abord mécaniquement, puis avec une précision presque obsessionnelle. Les tableaux de famille, l'argenterie héritée de ma grand-mère, la collection de livres anciens de Bernard, les albums photos chroniquant 68 années d'existence, les lettres d'amour échangées avec mon mari pendant notre jeunesse.
le secrétaire Louis XV, où étaient rangés tous nos documents importants. En écrivant, je prenais conscience de l'ampleur de ce qui m'avait été volé. Ce n'étaient pas seulement des objets, mais des morceaux entiers de mon identité, des preuves tangibles que ma vie avait eu un sens, une valeur, une histoire. « Sais-tu où sont les documents de propriété de la maison ?» m'a demandé Mathilde un soir, alors que nous partagions un dîner frugal. « Dans le secrétaire, normalement. Mais Philippe a probablement tout pris. »« Pas nécessairement, » a-t-elle répondu avec un demi-sourire énigmatique. Bernard était un homme prudent. Je ne serais pas surprise qu'il ait prévu certaines éventualités. Le lendemain, nous avons rendu visite à Lucien Moreau, le notaire familial. Son étude se trouvait dans un bel immeuble ancien près de la place Bellecour. L'homme, toujours impeccablement vêtu malgré ses 58 ans, nous a reçus avec une courtoisie teintée d'embarras. « Madame Fournier, je suis profondément navrée pour ce qui vous arrive. Votre fils est venu me voir la semaine dernière avec des documents que je n'avais jamais vus auparavant. Une procuration que vous auriez signée, lui donnant tout ce pouvoir sur la propriété. Je n'ai jamais signé une telle chose, » ai-je répondu, sentant la colère monter en moi pour la première fois. Lucien a hoché la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Je m'en doutais. La signature semblait approximative. J'ai prétexté avoir besoin de vérifier certains points juridiques avant de procéder. Cela nous donne un peu de temps. Il a ouvert un tiroir et en a sorti une enveloppe scellée. Votre mari m'a confié ceci avant son décès, avec instruction de ne l'ouvrir qu'en cas de... Comment a-t-il dit? Ah oui! En cas de comportement indigne de notre fils. Je crois que nous y sommes. Mes mains tremblaient en recevant l'enveloppe. L'écriture de Bernard, élégante et ferme, avait tracé mon nom sur le papier. 5 ans après sa mort, il me parlait encore, m'offrait une protection qu'il avait prévue avant même que je n'en ai besoin. Le contenu de l'enveloppe a changé le cours de mon histoire. Bernard, cet homme que j'avais parfois trouvé trop méfiant, trop calculateur, avait vu clair dans le jeu de notre fils. Le testament officiel, celui que Philippe connaissait, n'était qu'une façade. La manoir des Roses n'avait jamais été totalement transférée à son nom. Une clause morale, juridiquement contraignante, stipulait que la propriété reviendrait à une fondation si le bénéficiaire manquait à ses devoirs envers sa famille, notamment envers moi. « Bernard vous aimait profondément », a commenté Lucien en me voyant essuyer une larme. « Il m'a dit un jour qu'il vous trouvait trop généreuse, trop prompte à pardonner les offenses. Il craignait que cette qualité ne vous rende vulnérable. » Cette révélation m'a bouleversée. Mon mari, cet homme discret qui exprimait rarement ses sentiments, avait mis en place tout un système pour me protéger de notre propre enfant. Avait-il vu en Philippe ce que mon amour maternel m'avait empêché de voir? En quittant l'étude de Lucien, j'ai ressenti un changement profond en moi. La femme brisée qui y était entrée laissait place à une autre, dont la détermination grandissait à chaque pas sur les pavés lyonnais. J'avais maintenant un objectif, une direction, un plan qui prenait forme. « Que comptes-tu faire ?» m'a demandé Mathilde alors que nous traversions la place Bellecour. « D'abord, comprendre, puis agir », ai-je répondu simplement. Les jours suivants ont été consacrés à une enquête minutieuse. J'ai appris que Philippe avait contracté d'importantes dettes pour satisfaire le train de vie dispendieux de Camille. La manoir des Roses n'était pas seulement un toit pour eux, mais un symbole de statut social, un écrin pour leur vanité. Solange, la mère de Camille, semblait être le cerveau de l'opération. Cette femme, que je n'avais jamais vraiment appréciée lors de nos rares rencontres familiales, avait apparemment nourri une jalousie tenace envers moi, ou plutôt, envers ce que je représentais. La femme qui avait tout, un mari aimant, une belle demeure, un statut respecté dans la société lyonnaise. Un appel téléphonique inattendu est venu accélérer les choses. Juliette, ma petite fille de 16 ans, m'a contactée en secret depuis le téléphone d'une amie. « Grand-mère », a-t-elle chuchoté, « c'est horrible ce qu'ils t'ont fait. Papa ne veut pas qu'on parle de toi à la maison. Il dit que tu as choisi de partir. » La manipulation de la vérité par Philippe ne m'étonnait même plus. J'ai rassuré Juliette, lui demandant de ne pas se mettre en danger pour moi. « Mais je veux t'aider », a-t-elle insisté avec cette fougue propre à l'adolescence. « Ils ont transformé ta chambre en dressing pour Camille. Tous tes livres, tes disques, ils les ont mis dans des cartons à la cave, et ils parlent de vendre les tableaux. » Chaque mot était une nouvelle blessure, mais aussi une nouvelle raison de me battre. Les tableaux dont parlait Juliette étaient des œuvres de maîtres mineurs du XIXe siècle, collectionnées par Bernard au fil des ans. Leur valeur,
tant sentimentale que financière, était considérable. « Écoute-moi bien, Juliette », ai-je dit en choisissant soigneusement mes mots. « Je ne veux pas que tu te mettes en difficulté. Mais si tu entends des choses importantes, des projets, des discussions sur la maison ou les biens, tu peux les noter pour moi. » « Comme une espionne ?» a-t-elle demandé, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. « Comme une alliée ?» ai-je corrigé doucement. Notre conversation a été interrompue par l'arrivée de quelqu'un chez son ami. Mais ce bref échange m'avait apporté deux choses précieuses, la certitude que je n'étais pas totalement seule et l'ébauche d'un réseau d'informateurs au sein même de la forteresse ennemie. Le lendemain, Mathilde m'a emmené visiter un petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse. 2 pièces mansardées au 5e étage, sans ascenseur d'un immeuble ancien. Les murs avaient besoin d'être repeints, le parquet grinçait, la salle de bain était minuscule. Mais la lumière qui entrait par les fenêtres, la vue sur les toits de Lyon et surtout l'indépendance que ce lieu représentait m'ont convaincue. « Je le prends », ai-je déclaré à la propriétaire, une femme âgée qui semblait comprendre ma situation sans que j'aie besoin de l'expliquer. Grâce à ma pension d'enseignante et aux économies que j'avais heureusement placées sur un compte personnel que Philippe ne pouvait pas toucher, j'avais de quoi vivre modestement. Bernard, encore une fois, avait veillé à cela, m'encourageant toujours à maintenir une indépendance financière. L'emménagement a été rapide. Quand on a tout perdu, on voyage léger. Mathilde m'a aidé à trouver quelques meubles d'occasion, des ustensiles de cuisine, des draps. Chaque nouvel objet, aussi simple soit-il, représentait une petite victoire, un pas vers la reconstruction. La première nuit dans mon nouvel appartement a été étrange. Le silence n'était pas celui, feutré et familier, de la manoire des Roses, mais un silence urbain, ponctué de bruits de la rue, de voix lointaines, de la vie des autres. Allongé sur mon lit étroit, j'ai pleuré une dernière fois, non pas de désespoir, mais pour dire adieu à la Madeleine d'avant. Au matin, j'ai commencé à établir une routine. Lever tôt, café sur le petit balcon qui donnait sur une cour intérieure, puis longue marche dans le quartier. L'après-midi, je me rendais à la bibliothèque municipale de Lyon pour faire des recherches. Sur quoi? Sur tout ce qui pourrait m'aider à comprendre ma situation juridique, mes droits, les recours possibles. C'est là, entre les rayonnages silencieux, que j'ai croisé par hasard Antoine Lambert. Je ne l'avais pas revu depuis les funérailles de Bernard, 5 ans plus tôt. Veuf lui aussi depuis peu, il avait gardé cette élégance discrète qui m'avait tant attirée dans notre jeunesse, avant que nos chemins ne se séparent. « Madeleine » a-t-il murmuré, visiblement surpris de me trouver là. J'ai appris pour ta situation. C'est inqualifiable. Sa sincère indignation m'a touchée. Nous avons pris un café à la terrasse d'un bistrot voisin et j'ai raconté à Antoine l'intégralité de mon histoire. Il m'a écouté sans m'interrompre, ses yeux bleus assombris par la colère contenue. « Je peux t'aider », a-t-il déclaré quand j'ai eu fini. « J'ai des contacts, des ressources. Et surtout, j'ai du temps. » Antoine avait transformé le petit vignoble familial en une entreprise prospère, le domaine Lambert, dont les vins étaient exportés internationalement. Sa réussite lui avait apporté non seulement une aisance financière, mais aussi un réseau d'influence considérable. « Ce n'est pas une question d'argent », ai-je protesté faiblement. « Non, c'est une question de justice », a-t-il répondu simplement. Cette rencontre fortuite a ajouté un nouvel allié à ma cause. Plus important encore, elle a ravivé en moi des sentiments que je croyais éteints depuis longtemps, non pas seulement l'espoir, mais la capacité même de ressentir autre chose que la douleur et la colère. Une semaine plus tard, Marcel, notre jardinier, m'a contacté discrètement. À 75 ans, cet homme aux mains calleuses et au visage buriné par le soleil connaissait la manoire des Roses mieux que quiconque. Il y travaillait depuis que Bernard et moi l'avions acheté, avant même la naissance de Philippe. « Madame », m'a-t-il dit lors de notre rendez-vous au Jardin des Chartreux, « ils sont en train de tout gâcher. Madame Camille fait arracher les rosiers centenaires pour installer une piscine. Et j'ai vu des hommes emporter les tableaux du salon dans une camionnette, la nuit dernière. » Marcel m'a tendu discrètement son téléphone portable. Il avait pris des photos, des tableaux emballés à la hâte, des numéros de plaques d'immatriculation, des visages d'inconnus qui entraient et sortaient de ma maison. « Ils ne se méfient pas de moi », a-t-il expliqué avec un sourire rusé. « Pour eux, je ne suis qu'un vieux jardinier qui ne comprend rien. » Je l'ai remercié chaleureusement, lui demandant de continuer à documenter tout ce qu'il pouvait, sans prendre de risques inutiles.
De retour dans mon appartement, j'ai étalé toutes les informations recueillies jusqu'alors. Les documents de Lucien, les observations de Juliette, les photos de Marcel, les conseils juridiques de Mathilde, les ressources offertes par Antoine. Pièce par pièce, je reconstituais le puzzle de ma vengeance. Un plan se dessinait, plus sophistiqué que la simple récupération de ma maison. Philippe, Camille et Solange ne m'avaient pas seulement volé un toit. Ils avaient tenté de me voler ma dignité, mon histoire, mon existence même. La justice que je cherchais devait être à la hauteur de cette offense. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai mené une double vie. À la surface, j'étais cette femme âgée pathétique que tout Lyon plaignait, la pauvre Madeleine Fournier, abandonnée par son fils ingrat, réduite à vivre dans un minuscule appartement de la Croix-Rousse. Je cultivais soigneusement cette image, apparaissant occasionnellement dans les lieux publics avec un air résigné, échangeant des politesses distantes avec Philippe quand nos chemins se croisaient par hasard. Dans l'ombre, cependant, je tissais ma toile. Chaque jour apportait son lot de nouvelles preuves, de nouveaux alliés, de nouvelles stratégies. J'apprenais que Philippe avait contracté un prêt important en utilisant la manoire des Roses comme garantie. Une manœuvre illégale puisqu'il n'en était pas le propriétaire légitime. Camille vendait mes bijoux de famille en les remplaçant par des copies, pensant que personne ne s'en apercevrait. Solange orchestrait tout depuis le début, ayant apparemment nourri une obsession malsaine pour notre demeure pendant des années. Mathilde m'a mise en contact avec l'inspectrice Colette Dubois, une femme de 49 ans au regard perçant et à l'intelligence vive. Sans révéler tous mes plans, je lui ai fourni suffisamment d'informations sur les activités douteuses de Philippe pour éveiller son intérêt professionnel. « Je ne peux rien faire officiellement pour le moment », m'a-t-elle expliqué lors de notre rencontre discrète au Café Lumière. « Mais je vais garder un œil sur cette affaire. Et si vos soupçons se confirment concernant la vente illégale d'œuvres d'art ?» Elle a laissé sa phrase en suspens, mais son regard m'assurait qu'elle serait là quand le moment viendrait. L'automne est arrivé, teintant les arbres de Lyon d'or et de pourpre. 3 mois s'étaient écoulés depuis mon expulsion. Dans mon petit appartement, désormais aménagé avec une simplicité fonctionnelle, j'ai commencé à apprécier certains aspects de ma nouvelle vie. La liberté de n'avoir de compte à rendre à personne, le calme des matins solitaires, la fierté de survivre malgré tout. Mais la blessure originelle ne cicatrisait pas. Chaque fois que Juliette me rapportait comment Camille et Solange se pavanaient dans ma maison, portant mes bijoux, commentant mes souvenirs comme s'ils n'avaient aucune valeur, la rage froide qui m'habitait se ravivait. Un soir d'octobre, alors que la pluie battait contre mes fenêtres mansardées, j'ai reçu un appel de Lucien. Sa voix trahissait une excitation inhabituelle. « Madeleine, j'ai trouvé quelque chose. Un document que Bernard avait déposé non pas dans mon étude, mais chez un confrère parisien. Un codicille à son testament avec des instructions très précises concernant les tableaux. Ils sont officiellement la propriété d'une fondation culturelle. Philippe n'avait absolument pas le droit de les vendre. Cette information était la pièce manquante du puzzle. La vente illégale d'œuvres d'art appartenant à une fondation, c'était exactement le levier juridique dont j'avais besoin pour déclencher une enquête officielle. Le lendemain, j'ai rencontré Antoine, Mathilde et l'inspectrice Dubois au domaine Lambert, loin des regards indiscrets de Lyon. Ensemble, nous avons finalisé ce que j'appelais désormais l'opération Renaissance. La date était fixée, le 15 décembre, lors du grand bal de Noël que Philippe organisait à l'église Saint-Nizier pour impressionner l'élite lyonnaise et attirer de nouveaux investisseurs. Un événement où toute la haute société serait réunie. Un cadre parfait pour ce que je m'apprêtais à faire. En quittant le domaine viticole d'Antoine ce soir-là, sous un ciel étoilé qui semblait promettre des jours meilleurs, j'ai ressenti pour la première fois depuis longtemps une émotion que je ne m'attendais pas à retrouver. L'impatience joyeuse de ce qui allait venir. La pluie qui m'avait accompagnée le jour de mon expulsion allait bientôt laisser place à un autre type d'orage. Et cette fois, je ne serais pas celle qui serait trempée jusqu'aux os. Novembre s'installait sur Lyon avec ses brumes matinales et ses après-midi aux lumières déjà déclinantes. Mon petit appartement de la Croix-Rousse était devenu le quartier général d'une opération dont la complexité m'aurait effrayé quelques mois plus tôt. Sur le mur au-dessus de mon bureau, j'avais fixé une grande carte mentale, un enchevêtrement de notes, de photos, de documents reliés par des fils de couleur. Mathilde la surnommait en plaisantant « le mur d'une criminelle de génie ». « Je ne suis pas une criminelle », lui rappelai-je doucement. « Je suis simplement une femme qui réclame justice.
Cette nuance était essentielle pour moi. Malgré la douleur et l'humiliation, je ne voulais pas devenir ce que je combattais. Ma vengeance serait légale, méthodique, implacable, mais jamais cruelle pour la cruauté. Un matin particulièrement froid, Antoine est venu me chercher pour m'emmener au domaine Lambert. Le trajet en voiture vers les collines du Beaujolais nous a permis de discuter plus librement que dans mon appartement, que je soupçonnais d'être occasionnellement surveillé par Philippe ou ses sbires. J'ai engagé un détective privé, m'a confié Antoine en conduisant sa Citroën DS Vintage à travers la campagne brumeuse. Un ancien de la police financière. Il a découvert des choses intéressantes sur les finances de ton fils. Quel genre de choses? Le genre qui pourrait intéresser les autorités fiscales. Philippe a créé plusieurs sociétés écrans pour détourner l'argent de ses investisseurs. Il utilise ces fonds pour maintenir un train de vie qu'il ne peut pas se permettre. Cette révélation ne m'a pas surprise autant qu'elle aurait dû. Le Philippe que j'avais élevé, ce petit garçon sensible qui pleurait devant les injustices dans la cour d'école, avait disparu depuis longtemps. L'homme qu'il était devenu m'était étranger. Est-ce suffisant pour une action légale? Ai-je demandé. Pas encore. Nous avons besoin de preuves plus concrètes. Mais c'est un début. Le domaine Lambert s'étendait sur plusieurs hectares de coteaux exposés au sud, offrant une vue spectaculaire sur la vallée. La bâtisse principale, une ancienne chartreuse du XVIIIe siècle qu'Antoine avait méticuleusement restaurée, dégageait une élégance tranquille qui me rappelait notre jeunesse. Nous avions 16 ans lorsque nous nous étions rencontrés lors d'un séjour linguistique en Angleterre. Premier amour, premier chagrin lorsque nos familles nous avèrent séparés. Le destin nous réunissait 50 ans plus tard, dans des circonstances que je n'aurais jamais pu imaginer. Dans le grand salon aux poutres apparentes, Mathilde et Lucien nous attendaient déjà, accompagnés d'une femme que je n'avais jamais vue. « Madeleine, je te présente Émilie Dufresne », a dit Mathilde. Elle est experte en art pour la maison de vente Artémis, une ancienne étudiante à moi. Émilie, une femme d'une quarantaine d'années au regard vif, m'a serré la main avec une fermeté rassurante. « Madame Fournier, j'ai examiné les photos des tableaux que votre fils a, disons, déplacés. Il s'agit d'œuvres significatives de l'école lyonnaise du XIXe siècle. Si elles sont vendues discrètement, leur valeur cumulée pourrait dépasser le million d'euros. » J'ai dû m'asseoir pour assimiler cette information. Bernard avait toujours aimé ces tableaux pour leur beauté, leur lien avec l'histoire locale. Jamais je n'avais considéré leur valeur marchande. J'ai fait quelques recherches discrètes, a poursuivi Émilie. 3 des œuvres ont déjà été proposées à la vente via une galerie genevoise. Heureusement, le monde de l'art est petit et les rumeurs circulent. J'ai pu faire suspendre la transaction en suggérant que la provenance des œuvres était douteuse. Lucien a déplié sur la table basse un document officiel frappé du sceau d'un notaire parisien. Voici le codicille dont je t'ai parlé, Madeleine. Signé par Bernard 6 mois avant son décès. Il stipule clairement que la collection de tableaux est destinée à la création d'une fondation culturelle à Lyon. Ils ne font même pas partie de l'héritage de Philippe. J'ai parcouru le document, reconnaissant l'écriture élégante de Bernard, cette signature si familière qui me semblait venir d'une autre vie. Mon mari avait toujours eu une vision à long terme que j'admirais sans la partager entièrement. Cette prévoyance, que j'avais parfois trouvée excessive de son vivant, se révélait maintenant salvatrice. Cela signifie que Philippe a tenté de vendre des biens qui ne lui appartiennent pas, a résumé Antoine. C'est un délit caractérisé. Mathilde a hoché la tête, son expression reflétant la satisfaction professionnelle de l'avocate face à un dossier solide. Avec ce document et les preuves de mise en vente, nous avons déjà de quoi lancer une action judiciaire. Mais je suggère d'attendre d'avoir rassemblé tous les éléments. Une fraude isolée pourrait être minimisée par un bon avocat. Un ensemble de délits, en revanche. Justement, a interrompu Antoine en me tendant une enveloppe. Voici le rapport préliminaire du détective concernant les activités financières de Philippe. Le rapport détaillait un système complexe de sociétés imbriquées, de comptes offshore, de fausses facturations. Philippe utilisait l'argent de ses investisseurs pour financer son train de vie, tout en leur présentant des résultats falsifiés. Une pyramide de Ponzi sophistiquée qui, comme toutes les pyramides, était destinée à s'effondrer tôt ou tard. « Il risque la prison », ai-je murmuré, sentant un froid soudain m'envahir malgré le feu qui crépitait dans la cheminée. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, l'idée de voir mon fils unique derrière les barreaux me bouleversait. Philippe était mon enfant. Je l'avais porté, nourri, aimé inconditionnellement pendant des décennies. Cette part de moi, la mère, existait toujours, enfouie sous les couches de douleur et de colère. Antoine aperçut mon trouble.
Sa main s'est posée doucement sur la mienne. « Rien n'est encore décidé, Madeleine. Nous rassemblons les informations. Tu resteras maîtresse des actions à entreprendre. » J'ai acquiescé, reconnaissante pour cette précision. La vengeance avait un goût plus amer que je ne l'avais imaginé. Notre réunion s'est poursuivie pendant des heures, chacun apportant ses compétences et ses connaissances à l'édifice que nous construisions. Émilie établissait la liste complète des œuvres disparues et leurs valeurs. Lucien clarifiait les aspects successoraux et notariaux. Mathilde élaborait la stratégie juridique. Antoine coordonnait les moyens logistiques et financiers nécessaires. Et moi, j'observais, j'écoutais, j'apprenais. Cette femme de 68 ans qui avait passé sa vie à enseigner la littérature française, qui avait toujours privilégié l'harmonie sur le conflit, découvrait les mécanismes de la justice et de la réparation. J'absorbais des connaissances en droit, en finance, en stratégie, des domaines qui m'avaient toujours semblé obscurs et lointains. Le soir tombait, lorsque notre réunion s'est achevée. Antoine a proposé que je reste dîner au domaine, peut-être même y passer la nuit. J'ai décliné poliment, préférant rentrer à mon petit appartement. Malgré sa modestie, il était devenu mon territoire, mon refuge, l'espace où je me reconstruisais. Pendant le trajet du retour, traversant les paysages assombris du Beaujolais puis la périphérie de Lyon, Antoine et moi avons parlé du passé, de nos jours d'insouciance en Angleterre, de nos lettres échangées en secret pendant quelques mois, puis de nos vies qui avaient pris des chemins différents. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi », a-t-il avoué alors que nous approchions de la Croix-Rousse, même pendant mon mariage. Claire le savait, je crois. Elle m'a dit une fois, peu avant sa mort, « Tu as eu une vie heureuse avec moi, mais j'ai toujours su qu'il y avait une ombre dans ton cœur. » Ces mots m'ont ému plus que je ne voulais l'admettre. L'idée que nos vies auraient pu suivre un cours différent, que nous aurions pu vieillir ensemble si les circonstances avaient été autres. Bernard aussi savait, ai-je répondu doucement. Il n'en parlait jamais, mais parfois, je le surprenais à m'observer quand je lisais tes cartes de vœux annuelles. Il y avait dans son regard une compréhension, peut-être même une acceptation. Arrivé devant mon immeuble, Antoine a coupé le moteur, mais n'a pas fait mine de descendre. Dans l'intimité feutrée de la voiture, protégée par l'obscurité, nous semblions suspendus hors du temps. « Quand tout cela sera terminé » a-t-il dit en fixant le volant. « Que comptes-tu faire » La question m'a surprise. Tellement absorbée par ma quête de justice, je n'avais pas réfléchi à l'après. Je ne sais pas, ai-je admis. Récupérer ma maison, bien sûr, mais ensuite, tu pourrais venir au domaine, pas nécessairement pour y vivre, mais pour t'y reposer. Réfléchir. Les vignes sont magnifiques au printemps. J'ai souri dans la pénombre. J'aimerais cela. Sur ces mots, je suis descendue de voiture, le cœur étrangement léger malgré la lourdeur des décisions qui m'attendaient. Les jours suivants ont été consacrés à des actions plus discrètes. Juliette, devenue une alliée précieuse, me tenait informée des habitudes de Philippe, Camille et Solange. Marcel documentait méticuleusement tous les changements apportés à la manoir des Roses, des modifications souvent réalisées sans permis, en violation des règles d'urbanisme pour ce bâtiment historique. Un message de Juliette m'a particulièrement interpellée. « Grand-mère, ils préparent une grande fête pour Noël. Papa dit que tous les gens importants de Lyon seront là. Ils veulent transformer l'église Saint-Nizier en salle de bal. C'est bizarre, non? L'église Saint-Nizier, un des plus beaux édifices gothiques de Lyon, où Bernard et moi nous étions mariés 43 ans plus tôt. Le choix de ce lieu par Philippe ne pouvait être une coïncidence, c'était une tentative délibérée d'effacer le passé, de réécrire l'histoire familiale à son avantage. Cette information a cristallisé ma détermination. Le bal de Noël à Saint-Nizier serait le cadre de ma contre-attaque. Non pas une confrontation mesquine, mais une réaffirmation publique de la vérité, une restauration de la justice dans un lieu symbolique de notre histoire familiale. J'ai commencé à préparer minutieusement cette soirée. Avec l'aide d'Émilie, j'ai retrouvé la trace de tous les tableaux vendus ou sur le point de l'être. L'inspectrice Dubois, désormais pleinement engagée dans l'affaire, a ouvert une enquête officielle sur les transactions financières de Philippe, travaillant en étroite collaboration avec les autorités fiscales. Mathilde a rédigé une assignation en justice d'une précision chirurgicale, documentant chaque violation légale, chaque abus de confiance, chaque usurpation de propriété. Le document attendait simplement le moment opportun pour être signifié.
Antoine, utilisant ses contacts dans le monde des affaires lyonnais, recueillait discrètement des témoignages d'investisseurs mécontents, de créanciers inquiets, de partenaires commerciaux qui commençaient à douter de l'intégrité de Philippe. En apparence, pourtant, je maintenais la façade de la femme vaincue. Lors de mes rares apparitions publiques, je jouais à la perfection le rôle de la mère abandonnée qui tente de refaire sa vie modestement. J'avais même accepté une invitation à prendre le thé chez une connaissance commune, sachant que Camille y serait présente. La rencontre avait été surréaliste. Camille, parée de mes propres bijoux, ou plutôt de leurs copies, les originaux ayant été vendus, avait feint une sympathie condescendante à mon égard. « Madeleine, vous avez l'air en forme », avait-elle dit avec ce sourire artificiel qui ne réchauffait jamais ses yeux. « La vie en appartement vous convient finalement ? On s'adapte à tout, ma chère, avais-je répondu doucement. Et vous ? Comment trouvez-vous la vie à la Manoir des Roses ? Les rosiers centenaires fleurissent-ils toujours aussi magnifiquement ? Son expression s'était légèrement crispée. Les rosiers en question, héritage vivant de générations de jardiniers passionnés, avaient été les premières victimes de sa rénovation du jardin. « Nous avons modernisé le parc », avait-elle répliqué avec une pointe de défensive. Ces vieilleries demandaient trop d'entretien. J'avais simplement hoché la tête, comme si je comprenais parfaitement ce besoin d'effacer l'histoire pour mieux imposer sa marque. Intérieurement, j'ajoutais cet échange à la longue liste des comptes à régler. Un soir de début décembre, alors que les illuminations de Noël commençaient à parer les rues de Lyon, j'ai reçu un appel inattendu de Philippe. Sa voix, inhabituellement hésitante, m'a immédiatement mise sur mes gardes. « Maman » a-t-il dit, utilisant ce terme affectueux pour la première fois depuis mon expulsion, « j'organise un bal de Noël à Sainte-Nizier le 15 décembre. Je pensais, peut-être voudrais-tu venir ? La surprise m'a momentanément laissé sans voix. Était-ce un piège ? Un soudain remords ? Une tentative de manipulation ? Pourquoi cette invitation, Philippe ? Ai-je demandé, maintenant une neutralité prudente dans ma voix. Eh bien, c'est Noël, et Juliette aimerait te voir. Et puis, les gens parlent. Ils trouvent étrange que tu ne participes pas aux événements familiaux. Ah, voilà, l'apparence sociale. Philippe craignait que mon absence ne suscite des questions, des rumeurs qui pourraient ternir l'image parfaite qu'il s'efforçait de projeter. Bien sûr, je viendrai, ai-je répondu avec une chaleur feinte. C'est très gentil de ta part de penser à moi. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement contacté Antoine, puis Mathilde et Lucien. L'invitation inattendue de Philippe modifiait légèrement notre plan, mais le rendait également plus facile à exécuter. Je n'aurais plus besoin de trouver un moyen de m'introduire à la soirée. J'y étais officiellement conviée. Les 2 semaines suivantes ont été consacrées aux préparatifs finaux. Chaque détail était méticuleusement planifié, chaque éventualité envisagée. J'ai même suivi les conseils d'Émilie pour ma tenue. Une robe d'un bleu profond, élégante sans être ostentatoire, complétée par les seuls bijoux de famille que j'avais pu sauver lors de mon expulsion. Une paire de boucles d'oreilles en saphir, cadeau de ma grand-mère pour mes 18 ans. À la veille du bal, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon départ forcé de la Manoir des Roses. Je suis retournée voir la propriété, à distance. Postée sous un réverbère dans la rue adjacente, j'ai observé ma maison illuminée pour les fêtes. Camille avait fait installer des guirlandes clinquantes, un excès de lumière qui jurait avec l'élégance sobre du bâtiment. Des ouvriers s'affairaient encore à monter une tente dans le jardin, sans doute pour un après-bal. Le contraste avec les Noëls que nous y avions célébrés, Bernard et moi, était saisissant. Nos décorations étaient toujours discrètes. Quelques lumières douces, une couronne traditionnelle sur la porte, un grand sapin dans l'entrée orné des décorations familiales transmises de génération en génération. Je me demandais ce qu'étaient devenues ces boules de verre soufflées, ces anges de porcelaine, ces étoiles en bois sculptées qui racontaient notre histoire. Une main s'est posée doucement sur mon épaule, me faisant sursauter. C'était Antoine, enveloppé dans un manteau sombre. « Je me doutais que tu viendrais ici ce soir », a-t-il dit doucement. « Je voulais voir une dernière fois la maison telle qu'elle est maintenant, » ai-je expliqué, pour me rappeler pourquoi je fais tout cela. « Et qu'en penses-tu » J'ai regardé à nouveau la demeure transformée, dénaturée, mais toujours reconnaissable sous les fioritures imposées par ses nouveaux occupants. « Je pense qu'elle attend mon retour », ai-je répondu simplement. Nous sommes restés là quelques minutes encore, silencieux dans la nuit froide, contemplant le passé et l'avenir qui se dessinaient devant nous. Puis, d'un commun accord, nous sommes retournés vers la voiture d'Antoine. Le lendemain serait le jour de la vérité.
le jour où Madeleine Fournier cesserait d'être une victime pour devenir l'architecte de sa propre justice. Le matin du 15 décembre s'est levé sur une Lyon enveloppée de brume. De ma fenêtre mansardée, j'observais les toits de la Croix-Rousse émerger lentement dans la lueur blafarde de l'hiver. Cette journée que j'avais tant préparée était enfin arrivée. Dans quelques heures, les cartes seraient rebattues, les masques tomberaient. J'ai passé la matinée dans un calme étrange, presque surnaturel. J'ai pris un bain prolongé, me suis habillée avec une lenteur délibérée, comme un rituel. La robe bleue, choisie avec Émilie, épousait parfaitement ma silhouette sans chercher à masquer mon âge. À 68 ans, je n'avais plus rien à prouver, surtout pas que le temps n'avait pas de prise sur moi. Ma seule coquetterie fut de demander à Mathilde de m'aider à coiffer mes cheveux blancs en un chignon élégant, orné d'une discrète épingle en argent ayant appartenu à ma mère. « Tu es magnifique », a commenté mon ami en reculant pour admirer le résultat. « Philippe ne saura plus où se mettre quand il te verra. »« Ce n'est pas pour Philippe que je me fais belle », ai-je répondu. « C'est pour moi-même. » Mathilde a souri, comprenant ce que ces simples mots signifiaient. Pendant si longtemps, j'avais existé à travers le regard des autres. Fille, épouse, mère, grand-mère. Ce soir, je serai pleinement Madeleine Fournier, une femme debout face à son destin. À midi, l'inspectrice du bois est venue me briefer une dernière fois dans mon appartement. Grande, mince, toujours vêtue de tailleur sobre qui soulignait son autorité naturelle, Colette Dubois était devenue bien plus qu'une alliée officielle dans mon combat. Elle était une amie, une confidente. « Tout est prêt », m'a-t-elle annoncé, déployant sur ma table à manger un plan de l'église Saint-Nizier. « Mes agents seront positionnés ici et là. La brigade financière attendra mon signal pour intervenir. Les mandats de perquisition sont signés pour la Manoire des Roses et les bureaux de Philippe. » Elle a sorti de sa serviette un dossier épais. Voici les preuves que nous avons rassemblées. Détournement de fonds, fraude fiscale, vente illégale d'œuvres d'art, faux en écriture. La liste est longue, Madeleine. J'ai feuilleté le document, reconnaissant certaines pièces que j'avais moi-même fournies, les photos de Marcel, les témoignages recueillis par Antoine, les analyses financières du détective. « Et vous êtes certaine que tout cela suffira ?» ai-je demandé, une pointe d'anxiété perçant dans ma voix. Colette a posé sa main sur la mienne, un geste rare de sa part, plus que suffisant. Philippe risque plusieurs années de prison. Camille et Solange seront inculpés comme complices. Tous les biens détournés seront saisis, y compris la Manoire des Roses, qui te reviendra légitimement. J'ai hoché la tête, soudain oppressée par l'ampleur des conséquences qui allaient s'abattre sur mon fils. Colette aperçut mon trouble. « Tu peux encore reculer, Madeleine. Nous pourrions procéder différemment, plus discrètement. » J'ai pris une profonde inspiration. Revoyant en pensée mes affaires jetées sur la pelouse sous la pluie, le mépris dans les yeux de Philippe, les sourires triomphants de Camille et Solange. Non, ce soir, tout doit se dérouler comme prévu. La justice doit être non seulement rendue, mais vue par tous. Après le départ de Colette, j'ai reçu un appel de Juliette. Ma petite fille de 16 ans s'était révélée d'une maturité et d'un courage extraordinaires tout au long de cette épreuve. « Grand-mère, je voulais juste te dire que je serai là ce soir. Maman m'a acheté une robe ridicule, mais je m'en fiche. Je voulais que tu saches que je suis de ton côté, quoi qu'il arrive. » Sa voix juvénile, vibrante d'émotion, m'a réchauffé le cœur. « Merci, ma chérie. Quoi qu'il arrive ce soir, souviens-toi que je t'aime et que rien de ce qui se passera n'est dirigé contre toi. Je sais, grand-mère. Je comprends tout. » Cette courte conversation m'a rappelé pourquoi je me battais. Non pas seulement pour une maison ou pour ma dignité bafouée, mais pour préserver une vérité, une histoire familiale que Juliette pourrait un jour transmettre à son tour. À 15 heures, Antoine est venu me chercher. Il portait un costume sombre d'une élégance discrète. Sa seule fantaisie étant une pochette bleue assortie à ma robe, un détail que j'ai trouvé touchant dans sa délicatesse. « Tu es prête ?» m'a-t-il demandé simplement. J'ai acquiescé, enfilant mon manteau d'hiver. Nous n'allions pas directement à l'église. Le bal ne commençait qu'à 19 heures, mais au domaine Lambert, où les derniers préparatifs nous attendaient. Le trajet vers le Beaujolais s'est déroulé dans un silence confortable. Antoine conduisait prudemment sur les routes rendues glissantes par le givre, me jetant occasionnellement des regards que je prétendais ne pas remarquer. Il y avait entre nous une tension douce, un mélange d'anticipation pour la soirée à venir et de cette affection renouvelée qui grandissait depuis nos retrouvailles. Au domaine,
Lucien, Mathilde et Émilie nous attendaient. Un feu crépitait dans la grande cheminée du salon, créant une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec la mission qui nous réunissait. « Les dernières nouvelles ne sont pas bonnes », a annoncé Lucien sans préambule. Philippe a réussi à vendre 2 tableaux supplémentaires hier, le Carpeau et le Petit Courbet, un acheteur privé à Genève. J'ai accusé le coup. Ces 2 œuvres étaient parmi les préférées de Bernard. Il avait acquis le Courbet lors d'une vente aux enchères à Paris, le jour de la naissance de Philippe, une coïncidence qu'il avait toujours considérée comme un heureux présage. « Pouvons-nous les récupérer ?» ai-je demandé. « Émilie y travaille déjà ?» a répondu Mathilde. « Mais ce n'est pas notre priorité immédiate. Ces ventes illégales ne font qu'alourdir le dossier contre Philippe. Nous avons passé les heures suivantes à réviser chaque détail du plan. Qui serait positionné où? Quand et comment les documents seraient représentés? Quel signal déclencherait l'intervention de la police? Comment protéger Juliette de l'humiliation publique qui allait frapper ses parents? À 17h, nous avons dîné légèrement. Personne n'avait vraiment faim, mais Mathilde avait insisté sur l'importance de prendre des forces. J'ai à peine touché à l'excellente soupe de potiron préparée par la gouvernante d'Antoine. À 18h, nous nous sommes mis en route pour Lyon. Antoine conduisait, Mathilde à ses côtés. Lucien et moi occupions la banquette arrière. Émilie nous rejoindrait directement à l'église, ayant encore quelques détails à régler concernant les tableaux disparus. Le trajet m'a paru interminable et trop court à la fois. Chaque kilomètre nous rapprochant de Lyon intensifiait mon appréhension. Était-ce vraiment la bonne décision? N'y avait-il pas un moyen moins drastique de récupérer ce qui m'appartenait? Pourquoi cette hésitation maintenant, après des mois de préparation méticuleuse? Comme s'il lisait dans mes pensées, Lucien a posé sa main sur la mienne. « Bernard serait fier de toi, Madeleine. Tu défends non seulement ton héritage, mais aussi ses valeurs. » Ces simples mots ont dissipé mes doutes. Oui, Bernard aurait approuvé. Mon mari détestait l'injustice plus que tout. Il n'aurait jamais accepté de voir son fils agir de manière aussi méprisable, aussi contraire aux principes qu'il avait tenté de lui inculquer. Nous sommes arrivés à Lyon alors que la nuit était déjà tombée. Les illuminations de Noël transformaient la ville en un paysage féerique. Guirlandes scintillantes suspendues au-dessus des rues, vitrines décorées, grands sapins sur la place Bellecour. Cette beauté festive formait un contraste saisissant avec la gravité de notre mission. L'église Saint-Nizier, illuminée pour l'occasion, se dressait majestueusement au cœur de la presqu'île. Des voitures de luxe déposaient déjà les premiers invités. L'élite lyonnaise en tenue de soirée, bijoux étincelants, sourires mondains. J'ai repéré discrètement quelques-uns des agents de Colette, positionnés stratégiquement autour de l'édifice. Antoine s'est garé à distance, comme convenu. Nous ne ferions pas notre entrée ensemble. Chacun arriverait séparément pour ne pas éveiller les soupçons. Mathilde et Lucien sont descendus les premiers, se dirigeant vers l'église d'un pas tranquille. Puis ce fut mon tour. « Je serai juste derrière toi », m'a assuré Antoine, serrant brièvement ma main avant que je ne quitte la voiture. Le froid de décembre m'a saisi dès que j'ai posé le pied sur le trottoir. J'ai resserré mon manteau autour de moi et me suis dirigée vers l'église, mon invitation soigneusement rangée dans mon sac à main. À chaque pas, je sentais grandir en moi non pas l'anxiété, mais une détermination froide, presque sereine. À l'entrée de l'église, un jeune homme en costume vérifiait les invitations. Il a à peine regardé la mienne, me faisant un signe de tête machinal. Je ne devais pas être le genre d'invité qu'on remarque. Une femme âgée, seule, simplement élégante. L'intérieur de Saint-Nizier avait été transformé pour l'occasion. Des tentures blanches et argentées cachaient partiellement les autels latéraux. Des centaines de bougies créaient une atmosphère intimiste malgré la grandeur du lieu. Un orchestre de chambre jouait discrètement près du chœur. Des tables dressées pour le buffet s'alignaient le long d'un mur, tandis que le centre de la nef avait été dégagé pour créer une piste de danse. J'ai repéré immédiatement Philippe, en grande conversation avec ce qui semblait être un groupe d'investisseurs potentiels. Mon fils avait toujours eu ce don pour charmer, pour créer l'illusion de la confiance et de la compétence. Ce soir, dans son smoking parfaitement coupé, il était l'image même du succès et de la respectabilité. Camille se tenait près de lui, resplendissante dans une robe dorée qui avait dû coûter une fortune. À son cou brillait un collier que je reconnus immédiatement, ou plutôt sa copie. L'original, un sautoir art déco serti de diamants que Bernard m'avait offert pour nos 20 ans de mariage, avait probablement été vendu depuis longtemps. Solange circulait parmi les invités comme une reine en son royaume.
vêtue d'une robe bordeaux trop jeune pour elle, distribuant sourires et commentaires, avec une assurance qui me fit frémir d'indignation. Cette femme qui n'avait jamais mis les pieds à la manoir des Roses avant mon expulsion se comportait désormais comme si elle y avait toujours régné. Je suis restée un moment en retrait, observant cette scène comme on regarderait une pièce de théâtre, un spectacle d'apparence et de mensonges qui touchait à sa fin. J'ai repéré Juliette, visiblement mal à l'aise dans une robe rose pâle trop sophistiquée pour son âge. Nos regards se sont croisés brièvement, et j'ai pu lire dans ses yeux un mélange de soulagement et d'appréhension. Puis, lentement, les autres acteurs de notre plan sont entrés en scène. Mathilde discutait tranquillement près du buffet avec un juge que je savais être un vieil ami à elle. Lucien s'entretenait avec le maire adjoint de Lyon. Émilie venait d'arriver, accompagnée discrètement de 2 experts en art dont la présence n'était certainement pas fortuite. Antoine est apparu à son tour, saluant quelques connaissances avec cette aisance naturelle qui caractérise ceux qui sont nés dans un certain milieu. Le domaine Lambert était suffisamment renommé pour que sa présence n'étonne personne. Les grands crus sont toujours bienvenus dans ce genre de soirée. Colette Dubois, élégante dans un tailleur noir qui ne trahissait en rien sa fonction, se tenait près d'une colonne, apparemment absorbée par la contemplation de l'architecture gothique. Tout était en place. Les pièces de l'échiquier étaient positionnées. Il ne manquait plus que le moment propice pour déclencher la série d'événements que nous avions si soigneusement orchestrés. Ce moment est venu plus tôt que prévu. Philippe m'a aperçu et s'est dirigé vers moi, Camille à son bras. Son sourire était celui qu'il réservait aux relations publiques. Chaleureux en apparence, froid dans les yeux. « Maman, tu es venue. Je suis heureux de te voir. » Il s'est penché pour m'embrasser sur la joue, un geste théâtral destiné aux observateurs plutôt qu'à moi. « Philippe, Camille, quelle belle soirée vous avez organisée. » Ma voix était calme, presque chaleureuse. Le fruit de mes mois a joué le rôle de la mère résignée. « N'est-ce pas ?» a renchéri Camille avec une satisfaction mal dissimulée. Sainte-Nizier est le lieu parfait, tellement historique. Le choix délibéré de l'église où Bernard et moi nous étions mariés n'avait pas été un hasard de leur part. C'était une appropriation, une réécriture. En effet, ai-je acquiescé. Les lieux chargés d'histoire ont une âme particulière. Ils gardent la mémoire de ce qui s'y est passé. Un serveur est passé avec un plateau de champagne. Philippe m'a tendu une coupe que j'ai acceptée par politesse, sans intention de la boire. « Tu as l'air en forme, maman », a-t-il commenté, son regard évaluant ma tenue. « La vie en appartement te réussit finalement. Disons que j'ai trouvé une nouvelle raison d'être. » Cette réponse énigmatique a provoqué un froncement de sourcils fugace chez mon fils. Avant qu'il puisse m'interroger davantage, le maire de Lyon est monté sur l'estrade aménagée près de l'orchestre, réclamant l'attention de l'assemblée. « Mesdames et messieurs, chers amis, je suis honoré d'ouvrir ce bal de bienfaisance. » Car c'était là le prétexte officiel de cette soirée, un événement caritatif dont les bénéfices iraient prétendument à une fondation pour enfants défavorisés. Une façade de plus dans l'édifice de mensonges construit par Philippe. Le discours du maire fut suivi par celui de Philippe, un modèle de fausse modestie et de générosité calculée. En l'écoutant parler de valeurs familiales et de traditions de philanthropie, j'ai senti monter en moi une colère froide qui effaçait mes dernières hésitations. Quand les applaudissements ont retenti sous les voûtes de l'église, j'ai croisé le regard d'Antoine. Un léger hochement de tête m'a indiqué que le moment était venu. Je me suis dirigée d'un pas tranquille vers l'estrade que Philippe venait de quitter. Le silence s'est fait progressivement, tandis que je montais les quelques marches. Ma présence sur cette scène, inattendue, intriguait visiblement l'assemblée. Philippe, qui s'était éloigné pour recevoir les félicitations de ses invités, s'est figé en me voyant prendre place devant le microphone. « Bonsoir à tous » ai-je commencé, ma voix étonnamment ferme résonnant dans l'édifice. « Je suis Madeleine Fournier, la mère de notre hôte. » Des murmures ont parcouru l'assistance. Beaucoup me connaissaient, savaient vaguement que j'avais déménagé, sans connaître les circonstances exactes de ce changement. Je tenais à dire quelques mots en cette soirée si particulière. D'abord, pour remercier mon fils d'avoir choisi ce lieu qui m'est cher. C'est ici même que son père et moi nous sommes mariés, il y a 43 ans. Philippe s'est avancé légèrement, comme pour m'interrompre, mais s'est ravisé face au regard curieux des invités. Ensuite, je voudrais parler de philanthropie, de générosité, de valeurs familiales, ces nobles concepts que nous venons d'entendre évoquer. J'ai marqué une pause, balayant l'assemblée du regard. J'ai repéré Mathilde, qui s'était positionnée près d'une sortie latérale.
Lucien qui se tenait maintenant près de Colette Dubois, Émilie, dont la tablette était prête à projeter des images sur le grand écran installé pour la soirée. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter une histoire. L'histoire d'une femme qui, à 68 ans, a vu sa vie entière jetée sur la pelouse de sa maison un jour de pluie. L'histoire d'un fils qui a crié à sa mère « Tu ne vis plus ici. Ma femme et ma belle-mère vont vivre ici. » L'histoire d'un héritage détourné, de tableaux vendus illégalement, de fonds d'investisseurs évaporés dans des comptes offshore. Le silence dans l'église était désormais total. Tous les yeux étaient rivés sur moi, puis sur Philippe, dont le visage avait perdu toute couleur. Cette histoire, c'est la mienne. Et ce soir, elle trouve son épilogue. Sur ces mots, comme orchestrés par une main invisible, tout s'est enchaîné avec une précision mécanique. Émilie a projeté sur l'écran les preuves des ventes illégales de tableaux. Lucien s'est avancé, document en main, pour expliquer les clauses du testament de Bernard. Colette Dubois a fait un signe discret et plusieurs hommes en costume, ses agents, se sont positionnés stratégiquement dans l'église. Philippe Fournier, a déclaré Colette en s'avançant. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale, détournement de fonds, vente illégale d'œuvres d'art et falsification de documents. La suite s'est déroulée comme dans un film. Les cris de surprise des invités, la tentative pathétique de Philippe pour s'échapper, rapidement maîtrisée par les agents, les pleurs hystériques de Camille, l'effondrement littéral de Solange sur une chaise. Et moi, au milieu de ce chaos, je suis restée parfaitement calme. J'ai descendu les marches de l'estrade avec la dignité tranquille de celle qui vient de rétablir l'ordre des choses. Antoine m'a rejointe, m'offrant son bras que j'ai accepté avec gratitude. Juliette s'est précipitée vers moi, les larmes aux yeux mais le visage empreint d'un soulagement évident. « C'est fini, grand-mère » a-t-elle demandé dans un murmure. « Presque, ma chérie, presque. » Les heures qui ont suivi l'arrestation de Philippe semblent aujourd'hui encore enveloppées d'une brume irréelle dans ma mémoire. L'église Saint-Onisier s'était transformée en une scène de chaos ordonné. Les invités oscillant entre stupéfaction et indignation, les agents de police établissant un périmètre, les journalistes, prévenus discrètement par Mathilde, se pressant aux portes. Je me suis retrouvée assise dans une chapelle latérale, Juliette blottie contre moi comme lorsqu'elle était enfant. Ma petite fille tremblait légèrement, non pas de peur, mais de l'intensité des émotions qui nous submergeaient toutes deux. « Je suis désolée que tu aies dû assister à cela », lui ai-je murmuré en caressant ses cheveux. « Ne le sois pas, grand-mère », a-t-elle répondu avec une maturité qui m'a surprise. Je savais depuis longtemps que papa faisait des choses. Mal. Il parlait de toi comme si tu n'existais plus, comme si on pouvait simplement effacer quelqu'un de sa vie quand il devient gênant. Ces mots m'ont serré le cœur. À 16 ans, Juliette avait été témoin d'une dureté, d'une froideur dont j'aurais voulu la préserver. Antoine nous a rejointes, apportant 2 tasses de thé qu'il avait miraculeusement dénichées dans ce chaos. « Colette souhaite te parler, Madeleine. Rien d'urgent. Elle veut juste t'informer des prochaines étapes. » J'ai hoché la tête, remerciant Antoine du regard pour sa présence rassurante. L'inspectrice Dubois est apparue quelques minutes plus tard, son visage habituellement impassible, laissant transparaître une satisfaction professionnelle. « Philippe est en route pour le commissariat central », m'a-t-elle informé. Camille et Solange l'accompagnent pour interrogatoire, bien qu'elle ne soit pas officiellement en état d'arrestation pour l'instant. « Et ensuite ?» ai-je demandé. Une équipe perquisitionne déjà la manoir des Roses, ainsi que les bureaux de Philippe. Une autre se rend dans les banques où il a des comptes. Les avoirs vont être gelés pendant l'enquête. Elle s'est assise face à moi, son carnet à la main. « Je vais avoir besoin de ta déposition formelle demain. Rien de pressé ce soir. Tu as eu suffisamment d'émotions. » Colette a jeté un regard bienveillant à Juliette. « Quant à toi, jeune fille, as-tu un endroit où passer la nuit? Une amie, peut-être ?» Juliette a hésité. La perspective de retourner à la manoir des Roses, désormais envahie par la police, ne semblait guère attrayante. « Elle viendra avec moi, bien sûr », ai-je déclaré sans hésitation. « À moins que tu ne préfères autre chose, Juliette ?»« Non, je veux rester avec toi, grand-mère. » Notre décision prise, Antoine nous a proposé de nous raccompagner. Dehors, la nuit lyonnaise s'était parée d'un léger voile de neige. Les premiers flocons de l'hiver dansaient dans la lumière des réverbères, comme si la nature elle-même célébrait ce tournant dans notre histoire. Les journalistes nous ont repérés, alors que nous quittions l'église. Une nuée de questions, de flashs, de micros tendus nous a assaillis. Antoine a joué le rôle de bouclier, nous frayant un passage jusqu'à sa voiture garée à proximité. « Madame Fournier,
Est-il vrai que votre fils vous a expulsé de votre propre maison? Connaissiez-vous l'ampleur des fraudes de Philippe Fournier? Que ressentez-vous maintenant que justice est faite? Ces questions me parvenaient comme à travers un filtre, lointaines et déformées. Ce qu'ils appelaient « justice » n'était pour moi qu'une étape, nécessaire mais douloureuse, vers une forme de paix que je commençais à peine à entrevoir. Dans la voiture d'Antoine, le silence a régné pendant les premières minutes. Juliette regardait par la fenêtre les rues illuminées de Lyon qui défilaient. J'observais son profil, si semblable à celui de Philippe au même âge, avant que l'ambition et la cupidité ne durcissent ses traits. « Grand-mère » a-t-elle finalement demandé. « Est-ce que papa va aller en prison ?» La question que je redoutais. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre avec la vérité qu'elle méritait. Probablement, oui. Les preuves contre lui sont accablantes, mais rien n'est encore définitif. Il y aura un procès, des avocats, peut-être des circonstances atténuantes. Elle a hoché la tête, digérant cette information avec un calme qui m'a impressionné. Et la maison, notre maison, ta maison, elle me reviendra légalement. Le testament de ton grand-père était très clair sur ce point. Et nous ? A-t-elle demandé dans un murmure à peine audible. Maman et moi ? Cette question m'a frappée de plein fouet. Dans ma quête de justice, avais-je suffisamment pensé aux conséquences pour Camille et surtout pour Juliette? Ma vengeance allait-elle les laisser sans ressources? Sans toi? Tu auras toujours une place chez moi, Juliette. Toujours. Quant à ta mère, j'ai hésité, ne voulant ni mentir ni faire de promesses que je ne pourrais tenir. Les choses sont compliquées avec Camille. Elle a participé activement aux actions de ton père. Mais je ne vous laisserai pas dans le besoin, quelle que soit l'issue du procès. Cette réponse sembla la satisfaire, ou du moins l'apaiser suffisamment pour le moment. Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence plus léger, ponctué occasionnellement de questions pratiques sur l'organisation de la nuit à venir. Mon petit appartement de la Croix-Rousse n'était pas prévu pour accueillir 3 personnes, mais nous nous sommes adaptés. Juliette a pris mon lit, j'ai installé un matelas d'appoint dans le salon pour moi, et Antoine, qui avait insisté pour rester, juste cette nuit pour être sûr que tout va bien, s'est contenté du canapé. Vers minuit, alors que Juliette dormait enfin après cette journée éprouvante, Antoine et moi nous sommes retrouvés dans la cuisine minuscule, partageant une tisane à la lueur tamisée d'une lampe. « C'est étrange », ai-je confié. « J'ai imaginé ce moment pendant des mois, Philippe arrêté, la vérité éclatant au grand jour. Je pensais ressentir de la satisfaction, peut-être même de la joie, mais tout ce que j'éprouve, c'est une immense fatigue. » Antoine a couvert ma main de la sienne. « La vengeance n'est jamais aussi satisfaisante qu'on l'imagine, Madeleine. Surtout quand elle touche quelqu'un qu'on a aimé profondément. » J'ai acquiescé, reconnaissante pour cette compréhension sans jugement. « La vraie victoire n'est pas dans sa chute, mais dans ta renaissance, » a-t-il ajouté doucement. Cette nuit-là, malgré l'inconfort relatif de mon matelas d'appoint, j'ai dormi d'un sommeil profond et réparateur, le premier depuis mon expulsion. L'aube m'a trouvée étonnamment sereine. La neige avait continué de tomber pendant la nuit, recouvrant Lyon d'un manteau immaculé qui semblait effacer symboliquement les blessures du passé. J'ai préparé un petit déjeuner simple avec ce que contenait mon réfrigérateur, anticipant le réveil de Juliette et d'Antoine. Mon téléphone a sonné alors que je faisais chauffer du lait pour le chocolat, la boisson préférée de Juliette depuis son enfance. C'était Colette Dubois, déjà au travail malgré l'heure matinale. « Madeleine, je voulais te tenir informée. La perquisition à la Manoir des Roses a été révélatrice. Nous avons trouvé des documents compromettants dans le bureau de Philippe, ainsi qu'un coffre contenant des bijoux qui correspondent à ta description. Les originaux, pas les copies que Camille portait. Mon cœur a fait un bond. Les bijoux de famille, ces témoins silencieux de notre histoire que je croyais perdus à jamais. De plus, a poursuivi Colette, nous avons découvert dans la cave des cartons contenant tes effets personnels. Albums, photos, livres, correspondances. Tout n'a pas été jeté ou vendu, contrairement à ce que tu pensais. Cette nouvelle m'a procuré un soulagement inattendu. L'idée que certains fragments tangibles de mon passé existaient encore, qu'ils n'avaient pas été détruits par la négligence ou la malveillance, m'a ému profondément. Quand pourrais-je les récupérer? Pas immédiatement, j'en ai peur. Tout est sous scellé pour l'enquête. Mais je ferai mon possible pour accélérer les choses, au moins pour les objets strictement personnels. Après cette conversation, j'ai pris une décision. Il était temps de voir par moi-même ce qu'était devenu la Manoir des Roses. Pas seulement à distance, comme la veille du bal, mais de près, de l'intérieur si possible.
J'ai attendu le réveil d'Antoine et de Juliette, leur ai servi le petit déjeuner, puis leur ai fait part de mon intention. Juliette a immédiatement voulu m'accompagner. C'était aussi sa maison après tout. Antoine s'est proposé comme chauffeur et soutien moral. Nous sommes arrivés à la Manoir des Roses en fin de matinée. Le spectacle qui nous attendait était surréaliste. Voitures de police dans l'allée, rubans jaunes délimitant un périmètre de sécurité, agents en uniforme allant et venant entre la maison et leur véhicule. J'ai montré ma carte d'identité à l'officier qui gardait l'entrée, expliquant qui j'étais. Son regard s'est adouci immédiatement. « Madame Fournier, bien sûr, l'inspectrice Dubois nous a prévenu que vous pourriez passer. Vous pouvez entrer, mais certaines pièces sont encore en cours d'inventaire. » Franchir le seuil de cette demeure qui avait été la mienne pendant plus de 40 ans a provoqué en moi un vertige émotionnel. Les odeurs familières, le bois ciré, les roses de Marcel dans le hall, le parfum particulier des vieux livres dans la bibliothèque, se mêlaient désormais à celles, étrangères, des parfums de Camille et des produits d'entretien industriel qu'elle avait introduits. La décoration avait été considérablement modifiée. Des meubles que je ne reconnaissais pas, des couleurs criardes sur les murs autrefois sobres, des objets de décoration clinquants remplaçant les antiquités choisies avec soin par Bernard et moi au fil des années. Juliette m'a guidée à travers ce labyrinthe devenu étrangement hostile, me montrant les changements apportés par Camille et Solange. La bibliothèque transformée en salle de sport. Le petit salon d'hiver, où j'aimais lire près de la fenêtre, métamorphosé en dressing démesuré. Le bureau de Bernard, sanctuaire que j'avais préservé intact après sa mort, désormais méconnaissable sous un amas de gadgets électroniques et de mobilier ultra-moderne. Chaque découverte aurait dû me blesser, raviver la douleur de la dépossession. Étrangement, j'éprouvais plutôt un détachement croissant. Cette maison n'était plus vraiment la mienne. Elle était devenue autre chose. Un décor artificiel pour les ambitions sociales de Philippe et Camille. « Grand-mère », a murmuré Juliette en me prenant la main. « Je suis désolée. Ils ont tout changé. » « Pas tout », ai-je répondu en désignant les poutres du plafond, les moulures d'origine, la structure même de cette demeure centenaire. L'essentiel est toujours là, sous les apparences. Comme toi et moi d'ailleurs. Cette réflexion a fait sourire ma petite fille, dont le visage s'était assombri au fil de notre exploration. Dans le jardin, la désolation était encore plus flagrante. Les rosiers centenaires avaient effectivement été arrachés pour faire place à une piscine à moitié construite. Un trou béant, entouré de gravats et de matériaux de construction abandonnés. Marcel, qui nous avait rejoints discrètement, contemplait ce désastre avec une tristesse non dissimulée. « 6 générations de jardiniers avaient soigné ces roses », a-t-il commenté en secouant la tête. Certaines variétés étaient uniques, issues de croisements réalisés spécialement pour cette propriété. « Pourrions-nous les retrouver, les replanter ?» ai-je demandé, touché par sa peine sincère. Un sourire malicieux a illuminé son visage buriné par les années de travail en extérieur. J'ai pris mes précautions, madame. Quand j'ai vu ce qu'il prévoyait de faire, j'ai prélevé des boutures de chaque variété. Elles sont en sécurité chez moi, en train de s'enraciner. D'ici le printemps, elles seront prêtes à retrouver leur place. Cette révélation m'a profondément émue. La prévoyance de Marcel, son attachement à ce patrimoine vivant, représentait exactement ce que je souhaitais préserver. Non pas tant les objets ou les murs, mais l'esprit du lieu, son histoire, sa continuité. Notre visite s'est achevée dans la cuisine, le cœur battant de la maison, où tant de repas familiaux avaient été préparés et partagés. Là aussi, les changements étaient radicaux. Équipement ultramoderne, surface clinique, absence totale de la chaleur qui caractérisait autrefois cette pièce. Pourtant, c'est là que j'ai ressenti le premier élan véritable de réconciliation avec ce lieu transformé. « On pourrait tout refaire, tu sais », a suggéré Juliette en parcourant l'espace du regard. « Pas exactement comme avant, mais quelque chose qui nous ressemblerait. À toi, à moi, à ce que nous voulons construire maintenant. »« Nous ?» ai-je répété, surprise par ce pluriel inclusif. « Bien sûr, grand-mère. Tu ne pensais pas que j'allais te laisser seule dans cette grande maison? Je veux vivre ici avec toi. Si tu es d'accord, bien sûr. » Cette proposition spontanée, ce projet d'avenir commun, a fait vibrer quelque chose en moi que je croyais éteint, l'espoir d'une continuité, d'une transmission qui transcenderait la rupture provoquée par Philippe. De retour dans mon petit appartement de la Croix-Rousse ce soir-là, j'ai longuement réfléchi à cette journée riche en émotions et en révélations. Antoine était rentré au domaine, promettant de revenir le lendemain.
Juliette s'était installée plus confortablement, ayant récupéré quelques affaires personnelles lors de notre visite à la Manoir des Roses. Mon téléphone n'avait cessé de sonner, journaliste en quête d'exclusivité, connaissances curieuses, mais aussi amis sincères offrant leur soutien. J'avais délégué à Mathilde la gestion de ces appels, préférant me concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, à ce moment précis, était de définir ce que serait ma vie désormais. La vengeance, si longtemps mon moteur, avait accompli son œuvre. Philippe devrait répondre de ses actes devant la justice. La maison me reviendrait légalement. Les tableaux vendus illégalement seraient, selon Émilie, probablement récupérables pour la plupart. Mais au-delà de ces victoires matérielles et juridiques, qu'avais-je vraiment gagné? Qu'avais-je perdu? La nuit était déjà bien avancée lorsque Juliette est venue me rejoindre sur le petit balcon où je contemplais les lumières de Lyon. Sans un mot, elle s'est assise près de moi, partageant ce moment de réflexion silencieuse. « À quoi penses-tu, grand-mère » a-t-elle finalement demandé. « À l'avenir, au passé, à tout ce qui se trouve entre les deux. Tu regrettes? Ce qui s'est passé hier soir, je veux dire. » J'ai pris le temps de peser ma réponse, voulant être parfaitement honnête avec elle, comme avec moi-même. Non, je ne regrette pas d'avoir révélé la vérité, d'avoir réclamé justice. Je regrette que cela ait été nécessaire. Je regrette que ton père ait choisi ce chemin. Je regrette la douleur que tout cela te cause. Elle a hoché la tête, semblant accepter cette nuance importante. Sais-tu ce que j'ai appris de tout ça? A-t-elle poursuivi. Que parfois, la vraie force n'est pas dans la puissance ou l'argent, mais dans la patience, la détermination. Te voir te relever après ce qu'ils t'ont fait, construire méthodiquement ta réponse au lieu de simplement t'effondrer, ça m'a montré quelque chose d'important. Ces paroles m'ont touché au plus profond. Dans ma quête de justice, je n'avais pas anticipé cet effet collatéral positif, être un modèle de résilience pour ma petite fille. La vie nous prend parfois ce que nous chérissons le plus, ai-je répondu en serrant sa main dans la mienne. Mais elle nous offre toujours la possibilité de reconstruire, de réinventer, de renaître. Les jours et semaines qui ont suivi ont été intenses. La procédure judiciaire contre Philippe a suivi son cours, révélant l'ampleur de ses malversations. Camille, après une tentative pathétique de se présenter comme une victime manipulée, a finalement été inculpée comme complice. Solange, moins directement impliquée dans les fraudes financières mais ayant activement participé à la vente illégale des tableaux, faisait également l'objet de poursuites. La Manoir des Roses m'a été officiellement restituée fin janvier, après que les scellés judiciaires ont été levés. Juliette et moi avons emménagé ensemble, entamant un long processus de restauration, non seulement des lieux physiques, mais aussi des liens familiaux mis à mal par les événements récents. Antoine est devenu une présence régulière dans notre quotidien, d'abord comme ami et soutien, puis, progressivement, comme quelque chose de plus, un compagnon, un partenaire dans cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant moi. Marcel a tenu sa promesse. Au printemps, les premières roses ont refleuri là où se trouvait autrefois le jardin historique. Nous avons abandonné le projet de piscine, préférant restaurer ce patrimoine vivant qui racontait l'histoire de la propriété mieux que n'importe quel mur ou meuble. Quant à Philippe, je l'ai visité en prison une seule fois, 3 mois après son arrestation. La conversation a été difficile, chargée de reproches et de regrets. Mais une graine a peut-être été plantée ce jour-là, non pas de réconciliation immédiate, mais de reconnaissance mutuelle, d'acceptation de la réalité telle qu'elle était désormais. Aujourd'hui, 1 an après cette soirée fatidique à l'église Saint-Nizier, je contemple le chemin parcouru avec un mélange de mélancolie et de fierté. La Manoir des Roses a retrouvé une âme, différente de celle d'autrefois, mais tout aussi authentique. Juliette s'épanouit, ayant trouvé dans cette épreuve une force et une maturité qui forcent l'admiration. Je ne suis plus cette femme brisée qui ramassait ses affaires sous la pluie. Je ne suis plus non plus cette justicière froide et méthodique qui préparait sa vengeance. Je suis simplement Madeleine, une femme qui, à 69 ans, a découvert qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour défendre sa dignité, pour créer du sens à partir du chaos. Et si vous me demandez ce que j'ai fait ce jour-là, quand mon fils m'a crié que je ne vivais plus ici, je vous répondrai ceci. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à écrire le chapitre suivant de ma vie. Un chapitre de justice, de renaissance et finalement, de paix. Voilà comment s'achève mon histoire, celle d'une femme de 68 ans qui a refusé de disparaître en silence. Aujourd'hui, assise dans le jardin de la Manoir des Roses,
entourée des rosiers centenaires que Marcel a miraculeusement sauvés, je contemple le chemin parcouru avec une clarté que seule l'épreuve peut offrir. Tout a commencé par ce jour de pluie, où mon fils Philippe, cet enfant que j'avais porté et élevé avec tout mon amour, m'a jeté hors de ma propre maison comme on se débarrasse d'un objet devenu encombrant. « Tu ne vis plus ici. Ma femme et ma belle-mère vont vivre ici. » Ces mots, prononcés avec une froideur que je n'aurais jamais cru possible de la part de mon propre sang, auraient pu me détruire. Ils auraient pu faire de moi cette vieille femme effacée, résignée, que la société s'attend à voir lorsque l'âge et l'adversité frappent à la porte. Mais quelque chose en moi a refusé cette fin. Dans ce moment d'humiliation absolue, tandis que je ramassais quelques effets personnels sous la pluie, une force nouvelle est née. Non pas une force brute, faite de colère et de précipitation, mais une détermination froide, méthodique, patiente. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à tisser la toile de ma renaissance. Ce que vous avez entendu dans cette série de récits, ce n'est pas simplement l'histoire d'une vengeance, c'est le témoignage d'une métamorphose. Du petit appartement de la Croix-Rousse où j'ai trouvé refuge, j'ai reconstruit non seulement mon existence matérielle, mais aussi mon identité même. J'ai redécouvert des facettes de moi-même que la routine d'une vie confortable avait endormies. Ma résilience, mon intelligence stratégique, ma capacité à inspirer la loyauté chez des personnes extraordinaires. Mathilde, avec son expertise juridique et son amitié indéfectible. Lucien, fidèle à l'esprit de mon défunt mari, gardien de sa volonté au-delà de la mort. Marcel, ce jardinier dont la loyauté silencieuse cachait une sagesse profonde. L'inspectrice Dubois, incarnation d'une justice qui, bien que lente, finit toujours par s'accomplir. Émilie, dont la passion pour l'art a permis de retrouver les tableaux dispersés de notre collection familiale. Et bien sûr, Antoine, cet amour de jeunesse revenu dans ma vie comme une promesse que le destin, parfois, offre des secondes chances. Sans oublier Juliette, ma précieuse petite fille, dont le courage à 16 ans a dépassé celui de bien des adultes. Elle qui a choisi la vérité plutôt que le confort, l'intégrité plutôt que la complicité silencieuse. Ensemble, nous avons préparé méticuleusement ce moment de vérité à l'église Sainte-Nizier, ce bal de Noël où Philippe pensait célébrer son triomphe social et qui s'est transformé en révélation publique de ses malversations. Je revois encore son visage décomposé lorsque j'ai pris la parole, lorsque les preuves se sont accumulées, lorsque la police est intervenue pour l'arrêter devant tout ce que Lyon compte de personnalités influentes. Ce moment aurait pu être celui d'une joie vindicative, d'une satisfaction malsaine devant la chute de ceux qui m'avaient humilié. Étrangement, je n'ai ressenti qu'une profonde mélancolie, teintée du soulagement que procure la vérité enfin révélée. Car au-delà de la justice rendue, il y avait cette réalité douloureuse. Mon fils, ma propre chair, avait choisi un chemin de duplicité et de trahison que rien ne pourrait jamais complètement effacer. La suite, vous la connaissez. Philippe condamné à plusieurs années de prison pour fraude multiple. Camille et Solange confrontés non seulement à la justice, mais aussi à l'opprobre social. Cette société lyonnaise qu'elles cherchaient tant à impressionner leur tournant soudain le dos, avec la même facilité qu'elles avaient eue à m'écarter. La manoir des Roses me revenant légalement, comme Bernard l'avait toujours voulu. Les tableaux, ces témoins silencieux de notre histoire familiale, progressivement retrouvés et rapatriés. Mais la vraie victoire n'était pas là. Elle résidait dans cette leçon fondamentale que j'ai apprise et que je partage aujourd'hui avec vous. Nous ne sommes jamais trop âgés pour nous réinventer, pour refuser l'effacement, pour exiger respect et justice. Notre dignité n'est pas négociable, quelle que soit l'étape de la vie où nous nous trouvons. 1 an après ces événements, la manoir des Roses est devenue autre chose. Plus qu'une simple demeure familiale, c'est désormais un lieu de renaissance. Juliette y vit avec moi, poursuivant ses études tout en m'aidant à transformer progressivement une partie de la propriété en centre culturel, concrétisant ainsi le rêve que Bernard avait esquissé dans son testament. Antoine partage de plus en plus souvent notre quotidien, apportant dans ma vie une tendresse que je croyais ne plus jamais connaître. Quant à Philippe, notre relation reste compliquée, marquée par les blessures du passé. Mais une porte reste entr'ouverte, non pas vers l'oubli ou le pardon facile, mais vers une forme de vérité partagée, d'acceptation mutuelle de ce qui a été et de ce qui pourrait être, un jour, si la sincérité trouve enfin sa place. Je vous partage cette histoire non pas pour me vanter d'avoir orchestré la chute de mon propre fils,
mais pour vous rappeler que chacun d'entre nous porte en soi cette force tranquille, capable de transformer l'injustice en opportunité, l'humiliation en dignité retrouvée. Pour vous dire que l'âge n'est pas une sentence à la résignation, mais une expérience qui, bien utilisée, devient une arme redoutable contre ceux qui croient pouvoir nous effacer. Si mon récit vous a touché, si vous avez ressenti en vous cette étincelle de résonance, cette reconnaissance d'une vérité partagée au-delà des circonstances particulières, alors j'ai une demande à vous faire. Abonnez-vous à notre chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, nous y partageons des histoires comme la mienne, des témoignages de résilience, de courage, de renaissance. Des histoires de personnes ordinaires qui, confrontées à l'extraordinaire, ont trouvé en elles des ressources insoupçonnées. Ces récits demandent du temps, de l'énergie, parfois des déplacements pour rencontrer ceux et celles qui acceptent de partager leur parcours. Si vous appréciez notre travail, si vous pensez comme moi que ces voix méritent d'être entendues, laissez un j'aime à cette vidéo. Plus important encore, commentez, partagez vos impressions, vos questions, vos propres expériences. Cette communauté que nous construisons ensemble se nourrit de ces échanges, de cette reconnaissance mutuelle de nos parcours de vie. Et si vous le pouvez, si notre travail vous semble digne de soutien, considérez une contribution via notre système Merci. Chaque don, même modeste, nous permet de continuer cette mission, donner une voix à ceux que la société préfère parfois ne pas entendre, mettre en lumière ces batailles silencieuses mais essentielles qui se livrent dans l'intimité des familles, des institutions, des communautés. Votre soutien nous permettrait d'augmenter la fréquence de nos publications, de passer d'un récit hebdomadaire à des histoires quotidiennes, d'élargir notre rayon d'action au-delà de Lyon pour aller à la rencontre de ces voix dans toute la France, de proposer des contenus plus élaborés, des formats variés qui toucheraient un public encore plus large. Je m'appelle Madeleine Fournier, et ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement mon histoire, c'est l'invitation à reconnaître et à célébrer cette force tranquille qui sommeille en chacun de nous, cette capacité à transformer l'adversité en tremplin vers une vie réinventée, plus authentique et plus libre. Alors que les roses refleurissent dans le jardin de la Manoire des Roses, je vous remercie de m'avoir écouté et vous invite à partager vos propres histoires de renaissance. Car c'est dans ce partage que nous trouvons non seulement réconfort et inspiration, mais aussi cette certitude fondamentale. Nous ne sommes jamais seuls face aux tempêtes de la vie. À bientôt sur Souvenirs de grand-mère, pour de nouvelles histoires qui, j'en suis convaincue, résonneront en vous comme la mienne a pu le faire.